Mes débuts en anthropologie, ça s'est fait un peu à l'inspiration, je dirais. En fait, après le lycée, je me suis inscrit à l'ULB en sociologie. Et en sociologie, on avait des cours d'ethnologie, on appelait ça à l'époque. Et assez rapidement, ça m'a paru beaucoup plus excitant que tous les règlements, les aspects juridiques, statistiques, etc. de la socio et bon, déjà au lycée, j'avais lu Lévi-Strauss. On avait des profs de lycée assez éclairés qui nous faisaient lire des choses comme ça. Et donc, j'ai assez rapidement bifurqué vers l'ethnologie. Donc, j'ai fait 2 candidatures. Alors, Luc Dehache a quand même été une grande rencontre parce qu'il n'était pas dans les candidatures, mais au niveau de la licence. Donc, ce qui équivaut aujourd'hui à la maîtrise. Il était, et c'était quelqu'un d'assez inspiré qui avait à la fois une carrière artistique, une sensibilité artistique, qui faisait des films, et aussi un des premiers structuralistes, entre guillemets, peut-être même plus structuraliste que Lévi-Strauss. Il avait un peu raidi le système de Lévi-Strauss, mais il avait une grande envergure quand même, une dimension internationale. Il y avait un dialogue avec la psychanalyse, avec le marxisme, avec le christianisme. Il y a un rapport difficile avec le christianisme. Et donc, c'était quelqu'un d'assez stimulant. Et donc, très rapidement aussi, dès la première année d'université, j'ai pensé à aller sur le terrain. Et nous étions en fait plusieurs. Il y avait aussi Daniel Jonkers et Philippe Jespers. Et on n'était pas riches, ni aucun des trois. Et on faisait des petits boulots, vraiment des petits boulots, quoi. Et à coup de quelques centimes de l'heure en euros. Et on a accumulé un peu d'argent et on avait ces cours sur le Mali, et sur Griot, les Dieterlin et tout ça, et on a décidé d'aller voir sur place. Alors on n'a pas vu exactement la même chose, mais c'était quand même très intéressant. Et alors donc ça faisait un premier terrain en extrême fin 71 et toute l'année 72. Et ça a été formidable. Alors, l'époque était curieuse, parce qu'on était fasciné par les bouquins de Griot et Dieterlin, qui avaient comme ça des accents socratiques pour parler de l'Afrique, avec des mythologies extraordinaires, etc. On s'est vite rendu compte quand même que c'était une construction, et que ces mythologies, personne ne les récitait. C'était une construction par les ethnologues, à partir d'indices, de bribes, etc. Et à la même époque, on avait aussi les marxistes qui avaient une certaine... Il y avait Georges Ballandier qui disait il ne faut pas s'intéresser au passé, il faut s'intéresser à l'avenir, il faut étudier les villes, etc. Et aussi, il y avait un marxisme universitaire avec Althusser, la grande figure, et aussi Claude Meillassoux, qui avait fait un travail en Côte d'Ivoire et qui faisait une anthropologie économique. Alors on faisait un peu le grand écart entre des doctrines assez incompatibles et on ne se départageait pas. Par exemple, Luc Dehache nous avait beaucoup intéressés et poussé à des tas de lectures et tout ça, mais il ne nous avait pas vraiment enseigné les méthodes d'enquête. Donc on ne savait pas, en arrivant sur le terrain, comment on s'y prenait, quoi. Et donc, bon, j'ai eu la chance de louer un rapport assez sympathique avec Claude Meillassoux. Et donc, je faisais évidemment la navette entre Bruxelles et Paris. Et il me donnait des cours particuliers. Il n'y avait pas d'étudiant, Meillassoux, il était au CNRS. Et donc, ça lui plaisait de me raconter des trucs. Et donc, il m'a appris à faire des arbres de parenté, etc.
Et je me souviens encore de tous ces rendez-vous pédagogiques. Hein, et on fréquentait évidemment les séminaires de l'école pratique des hautes études, etc. Et donc, je préparais une thèse, mais j'étais sans emploi. Et donc, quand même, j'oublie une phase importante qui est qu'en 68, bon, évidemment, on a une année un peu compliquée parce que c'était mai 68, donc la première session d'examen, on l'a évidemment squeezée. Et donc on s'est retrouvés en septembre, mais on a tous réussi assez facilement. Mais en 68, j'avais invité Jean Rouch, qui était très ami avec Luc Deheuge, à un ciné-club qu'on avait créé à l'ULB. Et donc il est venu montrer plusieurs films, et Rouch était un type très sympathique, on avait envie d'interagir avec lui, il était assez fraternel, paternel, je dirais, assez facilement. Et donc assez vite, je me suis dit, il faudrait faire des films. Mais je ne l'ai pas fait tout de suite, parce que notre terrain, c'était... On a d'abord voulu aller chez les Dogons, étudier la vie pratique, parce qu'à travers la littérature qui existait, il n'y avait rien sur comment vivaient les Dogons, il y avait quelques allusions à la culture des oignons, etc., parce que Griaule avait fait un barrage, mais il n'a pas écrit là-dessus. Et donc on voulait faire une sorte d'anthropologie économique. Alors il y avait un bouquin de Denis Paul qui s'appelait L'organisation sociale des Dogons, point barre. Après, qui commençait à dater, donc on savait qu'il y avait une forte émigration vers la ville et tout ça. Et donc on est allé voir Germaine Dieterlen en lui disant, voilà, on aimerait bien aller chez les Dogons. Et alors elle dit, ah non, 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 je vous le déconseille, on est déjà nombreux. Allez plutôt chez les Mignanka. On ne sait rien de ces gens-là, il y a un article d'un missionnaire, et c'est les enfants du désordre, on ne les connaît pas. Donc on est allé chez les Mignanka, qui s'avère que ce sont les Français qui les ont appelés comme ça, eux ne s'appelaient pas comme ça. Et les Mignanka ont appris à l'école qu'ils étaient des Mignanka, à l'école française. Eux s'appelaient Bamana, le même mot que les Bambaras, qui autorisent toutes les confusions. Et donc tout ça a été assez compliqué, mais alors là on a transféré notre programme d'anthropologie économique des Dogons sur les Mignanka. Mais il s'avère que ces Mignanka passaient tout leur temps à des rituels. Et donc là, du coup, on avait relativisé l'obsession de mythologie de Griaule, mais on ne s'était pas rendu compte que les marxistes, eux, n'avaient pas vu la religion. Enfin, donc ils calculaient le travail investi dans la moindre patate douce, mais un poulet qu'on sacrifiait, c'était hors économie. Donc c'était assez bizarre aussi. Et donc, comme le terrain, ceux qui en ont fait le savent, c'est souvent assez ennuyeux quand même. Hein. Il n'y a pas de loisirs organisés indépendamment de ce que les gens font. Et donc, comme ils faisaient des rituels où ils avaient l'air de s'amuser beaucoup, on s'est mis nous aussi à étudier ces rituels. Donc on a fait une anthropologie religieuse ou socio-religieuse, un peu imposée par le mode de vie. Parce que les Mignanka, c'était la poche animiste. C'est parce qu'il y avait eu une guerre sainte de conquérants venus du Sénégal, dont la grande figure était El Hadj Omar, et qui avait islamisé de force une très large zone, et puis qui avait vaincu un royaume bambara guerrier et esclavagiste, qui était Ségou. Et c'est juste au nord de la zone Mianka. Et au sud, il y avait le Kénédougou, qui là était un mixte de Sénoufo et de Dioula, c'est-à-dire des commerçants internationaux qui étaient partis de Kong, puis qui avaient conquis Sikasso. Et il y avait la grande figure de Thiéba et puis son frère Babemba qui ont été vaincus par l'armée coloniale. Et donc, les Mignanka étaient coincés entre ces deux royaumes guerriers qui prenaient des esclaves. Ils ont été un peu la jachère d'esclaves de ces deux royaumes. Et le pays était, à l'époque précoloniale, organisé en petites chefferies, entre 5 et 15 villages, disons, avec des petits chefs de guerre, etc.
et un peu anarchique, donc très indiscipliné, et avec des cultes, avec tous les cultes des Bambara, qui eux non plus ne s'appelaient pas comme ça. Il y a un article très célèbre de Jean Bazin qui s'appelle « À chacun son Bambara », où jusqu'à la fin des années 50, donc pendant toute l'époque coloniale, il y avait une sorte de raciologie où on disait qu'il y avait une langue, une ethnie, une religion, etc. Bon, nous, on s'est assez rapidement aperçu que tout ça était en circulation, avec des échanges, etc. Et les Minyankas, qui avaient une langue qui était inclue par les linguistes dans l'ensemble sénoufo, se disaient eux-mêmes Bamana, donc du même nom que les Bambara, et avaient tous les cultes des Bambara qui avaient été étudiés par Dominique Zahan et d'autres chercheurs. Donc il y avait le Koré, le Komo, le Kono, etc. Et ça a tenu jusque, disons, les années 80, assez bien. Après, c'est rentré un peu ça s'est effiloché, sans conversion massive, mais quand même au fur et à mesure. Et donc, quand on était arrivé sur le terrain, les animistes étaient, on n'a pas d'autre mot, animiste, c'est un mauvais mot, mais bon, on n'a pas d'autre mot. Ils étaient majoritaires et il y avait peut-être 20% de musulmans. Et aujourd'hui, il y a peut-être 5% d'animistes et tout le reste, avec évidemment des formules intermédiaires aussi. Et donc, et ça, comme ces cultes animistes sont un peu initiatiques, ça met longtemps pour étudier. Donc on est retourné chaque année pendant 40 ans.